Bon, on est parti à Tehupo. Quand on est arrivé là-bas, c'était flat, il y avait pas de vagues. Moi, je dis, mais c'est ça le spot, tu vois, il y avait rien. Et dans la nuit, il y a le swell qui est arrivé. Et à 6 heures du matin, il y avait déjà des gens à la plage, tu vois, en train de préparer pour aller surfer. Et 7 jours, il y avait pas beaucoup de vent. J'ai parti avec les jet skis à regarder. C'était impressionnant, tu vois. Et le lendemain, il y avait un peu de vent. J'ai rentré dans l'eau. C'était trop cool, tu vois. J'ai pris des belles vagues. Au début, j'ai commencé doucement. Après, j'ai commencé à chauffer un peu, à essayer de rentrer un peu dans le tube. Mais c'était un peu dur parce que le vent était un peu offshore et la lève c'est trop épais et dès que la ligne touche la lève, le kite direct dans l'eau. Et c'est ça, j'ai essayé de rester trop dedans le tube. Là, je suis bouffé une vague à la tête. La voile a tombé dans l'eau. J'ai cassé la voile. J'arrivais pas à décrocher. J'ai pris la 12e vague dans la tête. Après, elle a pété les liges de la planche. J'ai perdu la planche, les kites. Tu vois, il y avait des grosses vagues. C'était énorme. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre 1 heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Mitou Monteiro. Bonjour Mitou. Bonjour, ça va? Ça va super bien. Je suis très content d'avoir cet échange avec toi. Merci de te libérer. Est-ce que pour ceux qui te connaissent pas, parce que tu es une grande figure du kitesurf, mais tout le monde ne te connaît pas, est-ce que tu peux expliquer qui tu es, s'il te plaît? Bon, mon vrai nom c'est Daniel Jean Monteiro, mais tous me connaissent pour Mito Monteiro. Je suis capverdien, j'habite à Île du Sal et je suis un professionnel de kitesurf. On peut dire que j'ai fait toute ma vie dans la mer. J'ai grandi ici dans l'île de Sal. Et on a que ça, on a que la mer. Et j'étais champion du monde en 2008. Et l'année dernière, j'étais vice-champion. Et je continue ma carrière avec le kitesurf. Et alors, t'as commencé quand le kitesurf? Comment ça s'est fait le tout premier Alors, moi j'ai commencé avec le planche à voile. Et après, je voyais les gens qui faisaient le kite. J'ai envie d'apprendre, mais c'était un peu dur parce que personne ne voulait te prêter la voile. Parce que c'était cher. Il y a un gars qui est arrivé ici, c'était un instructeur, mais il savait pas la pratique, c'était que la théorie. Il m'a demandé, Mitou, tu peux m'aider dans l'eau? Et après, je vais t'aider aussi, on va essayer à kiter ensemble, tu vois. Moi, je lui ai dit, oui, bien sûr. Parce que j'ai trop envie d'apprendre. Et j'ai commencé avec lui. Et on a fait quoi? Moi, dans 5 jours, je naviguais déjà. Parce que j'ai commencé avec le kite 2 lignes et la planche directionnelle avec 3 straps. Et dans la planche, c'était presque la même chose que planche à voile parce que pour faire les jives, c'était pareil. Le problème, c'était juste qu'avec la voile, pour le contrôle de la voile. Mais ouais, en 5 jours, je commençais déjà à sauter, je faisais des back loops, je faisais des front loops, et aussi un trick qu'on appelait deadman. Tu laisses la main, tu mets la tête au bas. Et bon, après j'ai arrêté parce que c'était trop facile. J'ai continué un peu avec le planche à voile parce que le planche à voile ça donnait un peu plus plus d'adrénaline, plus de motivation. Et j'ai arrêté un peu le kite pour je sais pas 1 mois, 2 mois, quelque chose comme ça. Et ça, je parle de 99, 2000, quand je commençais le kite. Ouais. Ça fait longtemps. Ah oui, il y a 20 ans déjà. Ouais, ouais. Ah ouais, ça fait un sacré moment déjà. Ouais. Et alors, tu fais tu t'apprends tout seul ou est-ce que cette personne, elle reste encore avec toi longtemps pour te enseigner la suite du kitesurf?
Non, après j'ai pris tout seul parce que tu vois, le gars, lui, il savait pas. On a commencé à essayer ensemble, mais moi j'ai appris très vite parce que déjà j'avais un peu de confiance avec la mer. Je faisais des planches à voile, le surf, et j'ai progressé vraiment vite. Et maintenant, bah lui, il est plus là. Il est parti. C'était un Brésilien qui habitait en Italie. Mais après, tu vois, j'ai essayé à ramener les trucs de planche à voile ou de surf dans les kites. Et des fois, il y a quelques gars qui venaient ici en vacances, je voyais comment ils faisaient les trucs, j'ai essayé aussi, tu vois. Mais c'était un peu dur parce que avant, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de Internet, tu vois, que tu peux aller regarder. Alors, c'était beaucoup compliqué à apprendre les trucs. Tu dois attendre quand arrive un touriste qui va faire pratiquer le kite ou même le planche à voile, c'était pareil. Et après, tu le vois, qu'est-ce qu'il fait, on va essayer on essaie à faire pareil, tu vois. C'est un peu comme ça. Bien sûr. Et attends, parce que du coup, ça veut dire que tu commences avec du matériel où tu n'étais pas encore en strapless? Non, quand j'ai commencé alors, j'ai commencé avec une vieille planche, c'est la planche directionnelle. Et c'était comme un surf, avec 3 ailerons en arrière, mais elle avait 3 straps. C'était pas vraiment un planche pour la vague. Et, et là, j'ai fait un peu avec celle-là. Et après, j'ai acheté mon matériel. Et la planche, c'était pareil, c'était le directionnel, c'était une plus chère qu'elle a trouvée dans la mer. Elle m'a vendu à peu près 150 euros. Et la voile, j'ai acheté une voile avec un gars qui était ici en vacances et j'ai payé 600 euros. Là, j'ai fait, je pense, c'était quoi, 6 à 8 mois de travail avec ma mère aussi m'a aidé un peu. J'ai acheté mon premier matériel. Et là, j'ai pratiqué un peu et après, je voyais, tu vois, ils ont commencé à sortir les twin tips et j'ai commencé à essayer les twin tips aussi. Et tu vois, j'ai sauté, mais après, j'ai essayé, je voulais aller dans la vague, tu vois. Et j'ai essayé ma planche de surf. Avec mon planche de surf, je partais un peu dans la vague. Et parce que je suis surfeur aussi. Alors c'était sympa, j'aimais bien là les rides. Mais ça tire beaucoup parce que c'était le sea kite. Il y avait beaucoup de puissance à la voile et c'était un peu dur à surfer. Si le vent était léger, ça va, mais quand le vent était fort, c'était un peu dur. Et, et rien, j'ai continué à faire. Il y avait un spot ici, il s'appelle Punta Sino. Là, c'était sympa pour sauter avec la planche à voile, tu vois, parce que le vent, il est side shore. Et quand tu vas au large, tu trouves le petit vague qui arrive. Et j'ai parti aussi avec le kite. Et quand j'arrivais là-bas, j'ai commencé à sauter avec le surf. Mais j'ai essayé, tu vois. Mais après, je voyais que la planche, ça colle un peu dans le pied. Et je dis, oh, peut-être il y a quelque chose, tu vois. J'ai commencé à essayer. Et voilà, après, ça commence un peu, j'ai commencé à faire un peu des tricks. Mais et d'un coup, c'était difficile à surfer son strap. Il y avait une vieille planche. J'ai enlevé le box et j'ai mis un strap en avant. Et là, j'ai commencé à surfer dans la vague avec une strap en avant. Mais après, je suis blessé parce que j'ai tombé. Il y avait une plaie qui est restée coincée dans le strap. Et la planche, elle a tordu le pied, tu vois. Après, j'ai dit, c'est bon, j'ai marre de ce strap. Ouais, j'ai enlevé le strap et j'ai continué son strap. Et là, doucement, ça a commencé après avec l'évolution aussi des kites, des matériels. Ça va aider un peu plus, tu vois. J'ai commencé à faire des tricks. Et je pense que c'était en 2000, je pense que c'était 2006. Et Mark Sheen était ici. Et c'était la première personne que je voyais faire des strapless. Lui, il l'utilisait comme un skimboard. Et je le voyais, je dis, waouh, c'est cool. Et après, il m'a envoyé aussi quand j'ai navigué avec mon surf. Il dit, mais waouh, toi aussi, tu navigues bien. Hein. Je savais pas qu'il y avait des gens qui naviguent aussi. Et j'ai chargé aussi Punta Preta. Il y avait des grosses vagues. Et lui, il est parti chez Angulo, il a acheté une planche de surf et il a commencé à essayer pareil. Mais le 12e jour, elle a pété la planche parce qu'elle a pris un grosse gamelle, elle a pété la planche. Mais tu vois, c'était un peu, c'était cool parce que là maintenant, le strapless, c'est une discipline, mais quand j'ai commencé, c'était pas parce que je voulais faire le strapless, tu vois, j'avais pas de choix. Et j'utilisais mon surf pour aller dans la vague. J'ai amusé comme ça. Mais à la fin, ouais, c'est une discipline. Je me souviens aussi la première fois que j'étais en Europe.
J'ai parti à Lago di Garda. Et les gens me voyaient avec mon planche de surf et disaient, mais toi, tu es fou ou quoi? Tu fais quoi avec cette planche dans les legs? Il y a pas de vagues, tu vois. Et après, quand j'ai rentré dans l'eau, j'ai commencé, tu vois, à faire des tricks, à sauter. Et les gens, ils disent, waouh, c'est génial ça, qu'est-ce que tu fais avec la planche? Et maintenant, si tu vas là-bas, on peut dire que 80% des personnes, c'est tous en strapless. Alors c'est cool, ouais. Ouais. Le lago, c'est un lac, du coup, c'est ça, en Italie? Ouais, c'est en Italie, ouais. C'est proche de Milan. Ouais, c'est proche de Milan, ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est génial. Et tu commences quand le tour des compétitions? Tu vas à partir de quand tu te mets en tête de dire je vais participer aux compétitions? Bah la première fois j'ai fait une compétition ici au Cap-Vert, c'était en 2003. Et je pense que c'était la première compétition des vagues. Ça s'appelle Wave Master KPWT. Et moi je voulais juste essayer pour voir qu'est-ce que ça donne, tu vois. Et tout de suite j'ai resté 5e. Et tous me disaient, mais tu as un bon potentiel, tu dois essayer de faire un peu de compétition parce que tu peux aller loin. Mais après, tu vois, des fois, je dis, mais c'est bon, parce que les gens, ils veulent dire comme ça pour, tu vois, pour te faire que toi, tu restes content. Mais moi, je savais pas parce que jamais j'ai regardé les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et en 2007, j'ai parti à Lago di Como. Je fais une compétition de freestyle avec les Twin Tips. Et là, je faisais 7e là-bas. Mais tu vois, c'était pas c'était pas mon discipline. Ben, je faisais un peu de Twin Tips aussi, mais moi, je voulais faire ces vagues. Et ben après, j'ai fait cette compétition, j'ai revenu au Cap-Vert. En 2007, j'ai reparti là-bas, j'ai fait encore une autre compétition à Lago di Como. Parce qu'il y avait un pote là-bas, tu vois, je peux rester chez lui, comme ça, je dépense pas beaucoup d'argent. Parce que pour les voyages, je dois travailler pour payer tout mon voyage. Je n'avais pas de sponsor. C'était un peu compliqué, tu vois. Pour ça, c'était un peu compliqué, fait toutes les compétitions. Et en fait, en 2008, il y a un Français qui habite ici au Cap-Vert. Moi, j'étais déjà démotivé, tu vois, parce que c'était trop cher. Je dépensais trop d'argent. En 2008, lui me dit, mais tout, allez, c'est bon, on va essayer. On est parti en France, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On a fait la première étape là-bas. Et là, tout de suite, j'ai fait 12e, tu vois. J'ai fait un bon résultat. Ouais. Et la F1, mon sponsor, a dit, mais tout, c'est cool, bravo, on va te payer tout le voyage pour faire les autres étapes, tu vois. Et je dis, waouh, c'est cool ça. Et là, j'ai commencé à faire toutes les autres étapes et j'ai fait un bon résultat. Et cette année, j'ai resté champion du monde. Qu'est-ce que ça fait? J'ai fait Maroc. Maroc, c'était le final. J'ai fait première au Maroc. Après, on a fait Portugal. Il y avait pas beaucoup de vent pour finir. On était, je pense, 8 personnes dans la première place. On a fait Allemagne, en Silt. Là, j'ai fait première. Et après, je pense que c'est Brésil qu'on a fait aussi. Et avec toute la puntuation, j'ai resté première. Et là, c'est trop cool parce que, tu vois, pour moi, c'était comment le résultat de tout l'effort, tu vois, que je faisais. Mais je voyais un peu, ok, c'est bon, j'ai gagné le titre, c'est bon, mais les pires, c'est quand j'arrivais au Cap-Vert, tu vois, il y avait tous les gens qui étaient un peu, étaient tous contents, tu vois, ils ont parti en aéroport me chercher. Et il y a une vidéo en YouTube, quand tu le vois, j'arrivais même pas à toucher par terre, mais j'étais dans l'air, tout ce qui grillait, il y avait une centaine de personnes. Et moi, je tendais pas ça, tu vois. Et après, je voyais, tu vois, pour mon pays, c'était vraiment une chose vraiment spéciale. Parce que, tu vois, imagine, il connaît, moi, je viens d'où, tu vois, le petit gamin à la plage, jouer dans les cailloux, et aller chercher les poissons au ponton, tu vois, il me connaît. Et quand il voit que après j'ai parti, et j'ai aimé aussi mon sport, et j'ai fait un bon résultat, tu vois, champion du monde, tous étaient heureux de moi. Et là, je restais trop content, tu vois, c'était trop émotionnant. Et même maintenant, quand je parle, ça émotionne. T'avais quel âge à ce moment-là, dis-tu, en 2008? Je sais pas, là j'ai 36, ouais, je pense que j'ai 36. À bientôt, les 37.
Et ouais, 20, je me souviens pas, c'était 20 quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens, toi, à 25 ans, quand tu es champion du monde? Qu'est-ce que tu ressens? Bah, je sais pas, tu vois, c'est comme je te disais. Moi, je voulais juste essayer pour voir qu'est-ce que ça donne, parce que tous me disaient que j'ai le potentiel, mais je savais pas. Mais je pense que j'ai compris bien quand je revenais chez moi, parce que je voyais les gens qui, comment ils étaient tous contents, et après j'ai senti tu vois, le valeur pour être champion du monde, tu vois, parce que c'était pas que pour moi, mais c'était pour tous les Cap-Verts, tous les Cap-Verdiens. Et tu vois, je voyais l'émotion qu'ils avaient, comment ils étaient tous contents. Et là, je voyais, c'était vraiment quelque chose de vraiment important, tu vois. Mais moi, j'ai grandi dans la mer, tu vois, c'était normal, tu as fait mon sport. Ok, j'ai fait la compétition, j'ai gagné, mais je dis ça va, je continue à faire pareil, ça va pas changer vraiment ma vie, tu vois. Mais quand j'ai arrivé ici, c'est ça que tu vois, m'a fait un peu flipper parce que je voyais les gens comme t'es content et en fait c'était ça. Et ce titre a changé ma vie, pas que moi, mais aussi on peut dire toute la population ici au Cap-Vert. Parce que par exemple ici dans ma île, à Salle, on a Ayrton, champion du monde. Lui, il est d'ici, et mon même ville. Il y a Mathieu aussi, qui est le même d'ici aussi. Mathieu l'a grandi chez moi. Alors, tu vois, c'est eux, c'est comment j'ai ouvert une porte pour les autres. Il y a une interview aussi de Mathieu, tu vois, quand il parle, il dit, ah, quand je vais grandir, je vais être comme Mitou, je vais travailler avec lui, et je vais être champion du monde. Et, euh, et ça, c'est cool parce que c'est comme des rêves que tu donnes aux enfants. Et là, Mathieu, Ayrton, il y a plein d'autres ici, ils vivent de ça, tu vois, ils vivent avec le kitesurf. Et avant, le pêcheur, quand tu lui dis, tu vas prendre les vagues, tu vas surfer, il te dit non, va pêcher parce que le pêcher, tu ramènes le poisson, on peut manger, mais les vagues, tu manges pas les vagues, tu vois. Mais maintenant, maintenant, il voit ça différent, tu vois. Moi, j'ai mon école, j'ai mon shop, j'ai en train d'ouvrir un shop online aussi, tu vois. Et les gens, ils me respectent, tu vois, ils disent bravo, tu vois, tu as vraiment travaillé dur pour arriver où tu es maintenant, tu vois. Parce que, tu vois, le petit gamin qui était là avec sa planche, toute la journée dans la plage, marcher, et maintenant, regarde, là tu as grandi et, tu vois, tu as qu'est-ce que tu as cultivé, on peut dire comme ça. C'est incroyable. Et l'école, elle commence quand? Tu l'as créée quand, l'école? L'école, c'était j'ai commencé à l'école dans un hôtel. Je pense que c'était en 2000, peut-être 2004, 2005. Et c'est un hôtel all inclusif, un hôtel italien, avec mon associé Joe. On a commencé là-bas et après, en 2012, on a ouvert une école à une plage qui s'appelle Kite Beach, côte est des Salles. Et c'est un des meilleurs spots pour les kites parce que le vent est onshore, il y a les vagues au large. Pour donner le cours et aussi les gens qui savent naviguer, c'est top. Et nous, on appelle c'est l'église de strapless, tu vois. Parce que tous, ils vont là-bas, ils sont tous en strapless, tu vois. Il y a personne en twin tip. Tous les locaux, ils sont tous en strapless. Et rien, nous, maintenant, on a l'école, bar, restaurant là-bas. Et ça marche bien. Et je suis très heureux, très content de ça. Ouais, je suis venu au Cap-Vert il y a 2 ans. On s'était croisés rapidement sur la plage, mais c'était il y a très longtemps. Et effectivement, on était très contents de prendre notre petite caipirinha entre 2 séances de kitesurf. Ça fait beaucoup de bien. Avant, il y avait rien là-bas, tu vois. Avant, il y avait, même pour aller avec la famille et du vent, c'était dur. Mais maintenant, tu vois, il y a là, notre structure là, et c'est bien parce que tu peux cacher du vent. On a un petit parc pour les enfants.
Cette année, on a fait un investissement, on est 100% énergie solaire. Et ouais, et c'est cool. Tu vois, nous, on essaie toujours à grandir et donner plus un bon service pour les gens qui vont là-bas. Tu vois, il y a tous les parents qui vont manger là-bas, les gens qui vont manger là-bas, qui a les enfants, les enfants vont jouer et les parents ils peuvent aller kiter, ils sont tranquilles. On a aussi même un babysitter, tu vois, et ça va. C'est chaque fois on essaie d'améliorer le service. Et tu m'as parlé beaucoup de fois d'un hôtel italien, l'Italie, les lacs italiens, etc. Comment ça commence cet amour pour l'Italie? Alors ici en salle, il y a beaucoup d'Italiens. On peut dire que nous, la langue officielle ici, c'est portugais, mais à salle, tous ils parlent italien aussi, tu vois. Et ma femme, elle est italienne, elle est moitié italien, moitié français. Et notre enfant aussi, on a 2 enfants, et il y a le troisième qui va arriver aussi bientôt. Ouais. Et rien là, tu vois, même l'hôtel qu'on avait, la première école, c'était un hôtel italien. Moi, j'ai pris l'italien là-bas. Alors, il y a beaucoup de tourisme italien ici au Cap-Vert. Pour ça que, tu vois, on a une bonne connexion avec l'Italie. Mais il y a aussi le français, il y a les Allemands, il y a un peu de tout. Un peu de comme ça. Attends, parce que du coup, tu parles portugais, français, anglais, italien. Est-ce que tu t'es mis à d'autres langues pour aider tes élèves? Oui, je parle espagnol aussi, créole. Ah ouais. Ouais. Ok. Total, ça fait 6 langues. 6 langues. J'ai essayé un peu, je voulais apprendre l'allemand, mais c'est dur. Et des fois, quand avec les clients, je peux le dire, on peut dire quelque chose, mais pas trop, tu vois, il faut pas aller trop loin. Juste bonjour, ça va, c'est bon. Non, mais tu vois, les gens, quand tu parles sa langue, ils aiment, tu vois. Quand tu donnes un cours dans sa langue, ils adorent. Et pour ça, moi, j'aime bien apprendre les langues. Même, tu vois, des fois, je pars au Maroc, j'essaie après à parler un peu d'arabe. Tu vois, je parle pas, mais dès qu'il dit quelque chose, je dis, c'est quoi, ça vous dit quoi? J'essaie d'apprendre, tu vois, c'est ça. Moi, j'adore les idiomes. C'est cool. Ah, c'est excellent. Alors, je suppose que le confinement, ça a dû faire un sacré chamboulement dans les touristes qui viennent plus faire des cours de kite au Cap-Vert, j'imagine. Comment t'as fait du coup? C'était quoi pendant 2 mois là, vous avez fait quoi? Mais ici, il y a personne. Nous, tous les hôtels, ils sont fermés. Et on peut dire que l'île, il dépend de 100% de tourisme. Alors, il y a beaucoup d'hôtels qui sont fermés et tous les gens sont à la maison, ils travaillent pas. C'est un peu dur, tu vois. Moi, avec les enfants, quand on était dans la quarantaine, tu vois, il faut essayer de créer des choses. On a joué, on a fait des cours de surf, les théories, avec la plonge là par terre. Et on a fait un peu tu vois, on essaie de créer des choses différentes. Et c'est un peu dur aussi pour mon enfant, le plus grand, Michael, parce qu'il fait du surf. Et nous, on habite vraiment face à la mer. Et des fois, il voit les vagues, il voulait aller. Et une fois, elle est partie, et la police, il a pris dans l'eau, il a ramené à la maison. Et ouais, c'était un peu dur, tu vois. Mais ouais, on a essayé de faire un peu de tout, on a dansé, on a fait plein de choses différentes, tu vois. Des fois, on prend des bouteilles d'eau, on coupe, on fait des je sais pas comment tu dis, tu mets les plantes dedans. Des lampions? Oui. Ouais. Des plantes, ouais. On a créé des choses, on essaye à créer des choses différentes, pour passer le temps. Et maintenant, là, déjà, on n'est pas en quarantaine, on peut sortir. Mais quand même, on peut pas bouger, il n'y a pas de vol, on peut pas aller dans les autres îles, on peut pas aller en Europe, c'est un peu fermé. Mais on passe du temps dans l'eau, on va surfer, on va à la pêche. Hier, j'étais avec Michael à pêcher. Il adore, tu vois, on fait des choses différentes. Maintenant, il y a plein de tortues. On va regarder les tortues aussi. Et on sait passer le temps dans la mer, tu vois. On fait plein de choses différentes. Ah, c'est
Ouais, Alors du coup, si on sort du confinement, imagine l'année dernière ou peut-être là encore en octobre, il y a 6 mois, c'est quoi la semaine type? Par exemple, tu fais quoi le jeudi dans la semaine? Le jeudi, Ouais. moi la mer. moi, moi j'y passe. Regarde, j'ai pu passer toute la journée dans la mer. Moi, j'y passe toute la journée dans la mer. Hier, j'ai fait la pêche sous-marine. J'ai ramené Michael parce qu'il adore, tu vois. Et aussi, c'est bien pour l'entraînement parce que tu entraînes un peu l'apnée. Et lui, il aime bien le surf et ça va bien aider pour prendre la confiance dans les grosses vagues. On a fait un peu d'apnée, on a pris quelques poissons pour manger, tu vois. Et là, après-demain, on va partir à la pêche. On va à la pêche avec le gros bateau, on va à les cannes. Et moi, tu vois, si je peux rester tout le temps dans l'eau, j'y reste. Là, le vent, c'est un peu léger. Et, des fois, je fais un peu de surfoil aussi. Et mais c'est plus de la pêche parce que quand il n'y a pas de vent, on fait ça. C'est du vent, je fais du kite aussi, et wing, beaucoup de wing aussi. Et mais c'est ça, c'est jusqu'à la mer. Hein. Je passe du temps dans la mer. Sinon aussi à la maison un peu à bricoler, tu vois. Je prends là dans mon garage, je bricole un peu, répare les planches, tu vois. Aussi j'adore les plantes, tu vois. J'essaie à mettre je sais pas, le basilic, tous mes plantes. Et je fais mon petit jardin. Ça te fait, tu dis que tu passes ta journée dans l'eau, tu as des personnes, des moniteurs avec toi, je suppose, dans l'école, il y en a combien? Dans mon école, mais dans mon école, dans la saison, je pense que j'ai 12 instructeurs. Et après, ça dépend. Il y a aussi des freelances. Des fois, il peut être un peu plus, tu vois. Parce que nous, par exemple, décembre, janvier, février, on travaille beaucoup. Et mais après, il y a des mois qu'on travaille pas beaucoup. Par exemple, on est en été, il n'y a pas de conditions. Et Il y a personne? ouais, il y a des gens, mais il n'y a pas de vent. Alors c'est un peu dur. Des fois, tu as des clients, par exemple, août, il y a beaucoup de monde qui sont là en vacances, mais il n'y a pas de vent. Alors on ne travaille pas. Et quand il y a des vents, il n'y a pas de gens, tu vois, c'est compliqué en été. Pour ça, ici c'est mieux en hiver, comme ça c'est sûr qu'il y a du vent. Et tu as du gens, les gens ils viennent même exprès pour les kites, et là ça travaille. Mais aussi, tu vois, moi en été, pour les compétitions, les trips F1, qu'on va faire le meeting, je bouge un peu, on peut dire en mai jusqu'à novembre, je voyage. Et après, je reviens ici au Cap-Vert, je reste là. Et quand tu bouges, par exemple, tu me parlais de la compétition de 2008 où tu étais champion du monde et tu as refait une compétition, tu étais vice-champion l'année dernière, c'est ça? Et entre les deux, tu as fait d'autres compétitions? Ouais, mais de 2008 jusqu'à maintenant, toute l'année, je faisais des compétitions. J'étais 4 fois vice-champion du monde et un champion du monde. Après, cette année, c'est un peu dur, tu vois. On a fait la première compétition ici au Cap-Vert, mais j'ai pas participé parce que je suis blessé avant la compétition. J'étais en train d'entraîner et alors j'ai pas participé dans cette compétition. Mais voilà, là après avec le Covid, tout s'est bloqué et je pense que cette année, ça va être un peu dur pour la compétition. Et là, on est en train d'organiser un battle distance. Et Sheikh Rider, elle va faire une vidéo et on va envoyer, on va se faire une compétition virtuelle, on va dire comme ça. Ah ouais, pas mal ça. Ouais, ça va être quelque chose de différent, tu vois. Comme ça motive un peu. Bah là, pour le coup, heureusement à la technologie. Tu vois, tout à l'heure, on s'en plaignait parce que ça marchait pas, mais là, heureusement que ça marche. Ouais, c'est ça. Tu m'as dit 4 fois vice-champion. C'est qui le gars qui te bat à chaque fois? Ben, alors, en année, je pense, il y a Gilly Brandon. Après, il y a Chiari aussi. Ayrton. Ouais, je pense que c'est eux, hein. Chaque fois, c'est eux. Après, j'ai perdu un titre aussi en 2009 parce que j'avais un trip. J'ai manqué une épreuve.
Et quand tu manques en épreuve, c'est 0 point. Mais 2009, là, j'avais la bonne chance d'être champion du monde parce que j'avais déjà 3 premières places et un septième et un 0. Et après, tu as un discard, tu vois. Et le discard, j'ai fait le 0, j'avais pas de points et j'ai gardé le septième et j'ai perdu l'autre titre. Mais ça va, c'est bien. Ah, c'est quand même un super parcours. Et bon, on parle beaucoup de toi comme un des pionniers dans le strapless. C'est vrai que tu inspires beaucoup de gens quand on parle de strapless. La référence, c'est souvent MeToo. Est-ce que tu sens que tu as un peu une pression de réinventer des nouveaux tricks du coup ou pas? Pas du tout, hein, parce que tu vois, moi quand je rentre dans l'eau, c'est comment je rentre dans mon monde, tu vois, et je déconnecte et j'essaye. Et aussi, par exemple, ici au Cap-Vert, tu vois, au salle, l'île, elle est petite. Et moi, Mathieu, Ayrton, Luis, tous les autres riders, on entraîne tous ensemble, on entraîne ensemble. Et tu vois, je sais pas, Ayrton voit que j'ai fait un trick, j'ai fait je sais pas, un kite loop à 5 mètres, et lui, il va partir en 10 mètres. Et après, moi, je dis, ok, c'est bon, je vais partir à 15. Et sinon, je dis, ok, là, je vais mettre une autre rotation. Et ça, c'est bien parce que ça motive, tu vois. Parce que toi, tu es tout seul et tu prends une gamelle, c'est fini, tu vas à la plage. Mais quand il y a les autres qui motivent, là, tu sors pas. Là, ça donne la motivation et ça, c'est bien parce que ça aide à progresser plus. Et moi, tu vois, on peut dire, ok, je suis la première génération. Il y a Ayrton, Luis, Mathieu, que c'est déjà la 12e génération. Il y a l'autre qui est en train d'arriver, c'est Kunkunya et tous les autres, Kelton. Tu vois, et nous, quand on entraîne ensemble, c'est ça, hein, ça motive un à l'autre. Et encore maintenant, chaque jour, il y a un nouvel trick qui part, tu vois. Moi, j'utilise beaucoup de techniques. Si tu vois, les vidéos, maintenant, on fait beaucoup de combinations. Par exemple, toi, tu sautes, tu essaies de faire plus de tricks possible dans un saut. Je sais pas, tu sautes, tu fais un back roll avec le rodeo, après tu fais un flip, et après tu fais, je sais pas, un show vite, tu vois, tu essaies de faire plus de tricks possible dans un saut. Et l'atterrissage, je sais pas, tu fais en switch, tu fais en blind, tu vois, chaque année, c'est plus de nouvelles tricks, ça va arriver. Et même le niveau maintenant en strapless, c'est haut parce que il y a des gens qui arrivent de surf, l'autre qui arrive de skate, et chacun il ramène un trick différent. Et si tu vois, chacun il y a un style différent, et ça c'est bien parce que dans la compétition, des fois un mois qu'on voit pas les autres riders, il y a déjà un nouvel trick. Et moi, je sais pas, je vois le nouvel trick, après je fais cela et je vais rajouter un autre. Et après, ça va créer un autre trick, tu vois. C'est toujours comme ça. Et là, ça part, tu vois. Et c'est ça les choses cool de strapless parce que je pense que chacun il peut créer son trick. Ça fait 4 ans, moi et Mathieu, on était à la plage à Kite Beach. Il y a un monsieur de, je pense, 75 ans, en train de naviguer, et lui, il a créé un trick. Il fait un espèce de virement de bord, mais il met en blind, tu vois, et nous, c'est difficile à expliquer, on comprenait même pas qu'est-ce qu'il faisait, et nous, on était là, waouh, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait? Et on a essayé à faire, mais c'est pas facile, parce qu'il change les pieds en blind, après il passe la barre, et ça donne motivation, parce que tu vois un monsieur comme ça, et il a créé son trick. Ça veut dire que strapless, tous ils peuvent créer des tricks, tu vois, faut juste que, avoir innovation, et c'est parti, tu vois, c'est bon. Tu m'as dit que tu vas faire du surf souvent avec Michael. Est-ce qu'il fait un peu de kite aussi ou pas encore? Ouais, lui, il navigue bien. Il fait des strapless, il fait, avec les 20, il saute, il fait des back loops, double back loop, il fait le front roll, no foot, il fait un peu de tout. Et aussi, il fait dans la vague, il aime la vague, mais lui, il préfère le surf, tu vois. Et, mais il préfère le surf, c'est 100% le surf. Si tu dois choisir, il va partir au surf. Ah oui, ok. Il a quel âge, Michael? Lui, il a 8 ans. 8 ans. Ah ouais, 8 ans et déjà sur l'eau. Oh là. Après, il y a Mathieu aussi qui l'adore. Lui, il a 2 ans et demi.
Et lui, il adore. Tu vois, déjà qu'il voit son frère aller surfer, il veut aller surfer, il veut aller faire kiter, il veut kiter aussi. Et je ramène un peu avec moi, tu vois. Mais avant de parler avec toi, on était dans l'eau, on était en train de surfer ensemble. Et ouais, mais tu vois quand on prend la vague, et lui il est en train de griller, il rigole, il dit allez papa c'est cool, on y va encore. Tu vois, c'est trop bon, tu vois, c'est trop cool de partager cette émotion avec mes enfants, tu vois, c'est cool. Et tu partages ça aussi avec Nicole? Ou est-ce qu'elle elle fait un peu de kite, elle aussi? Ouais, elle kite, elle fait un peu la vague aussi, et maintenant elle est enceinte, elle peut pas, mais sinon, quand on part dans les trips, par exemple dans le Brésil, il y a toute la famille dans l'eau. Les derniers trips, il y avait elle en train de naviguer, et Michael, et moi avec Michael et Matthew. J'avais Matthew entre les jambes. On a fait un downwind de, je pense, c'était quoi, 100 km de downwind. C'est trop sympa, tu vois, parce qu'en Brésil, tu fais toute la côte, l'eau, elle est chaude, c'est génial, ouais. C'est cool. Ah, c'est génial. Et Michael, pardon, Mathieu, il tient dans les jambes pendant quoi, 3 heures? Il est pas fatigué? Ouais, non, lui, il adore, mais on arrête, tu vois, on kite un peu, après on arrête, on mange, on repart, tu vois, on fait un peu comme ça. Ah, c'est génial. Tu me parles beaucoup de salles parce que tu y habites, mais est-ce que les autres îles, je crois qu'il y a 10, 11 îles au Cap-Vert, quelque chose comme ça. Est-ce que les autres sont des bons spots aussi ou pas? Ouais, il y a plein de spots différents ici, hein. Moi, je dis tout le temps, Cap-Vert, c'est 10 îles, et c'est 10 destinations aussi. Pour le kite, le mieux, c'est Sal, Boa Vista et Mayo, parce qu'il n'y a pas beaucoup de montagnes, c'est flat, tu vois, alors le vent le rentre d'un côté, il sort de l'autre. Dans les autres îles, il y a beaucoup de montagnes. Il faut aller dans le bon spot parce que sinon après avec les montagnes, il y a beaucoup de rafales. Mais tu peux kiter aussi dans les autres îles. Il y a des belles spots aussi. Mais ça change. Tu vois, ça, il y a rien. C'est flat. Et il y a que des sables. Ça ressemble à la lune. C'est désert. Mais si tu pars en ouest de l'île, ça s'appelle Saint-Antoine. Là, l'île, il y a beaucoup de montagnes. C'est vert partout. Et tu vois, la dernière fois que j'étais là-bas, j'ai fait une vidéo, les gens disaient c'est comme au Tahiti, imagine. Ouais. Après, il y a Fogo, qui a le volcan, le moitié île, c'est désert, parce que c'est tout brûlé pour les éruptions. Mais l'autre moitié, c'est vert, tu vois, il y a le café, il fait du vin là-bas, c'est génial. Tu vois, ouais, Cap-Vert, c'est joli, il y a un bon potentiel, tu vois, moi j'adore, c'est trop cool. Clairement, je recommande vivement d'y aller. Franchement, j'y ai passé une semaine extraordinaire il y a 2 ans, c'était vraiment génial. Même les gens aussi, tu vois, parce que moi je voyage beaucoup, mais chaque fois quand je voyage, il y a quelque chose qui ça manque. Je pense que c'est la tranquillité, tu vois. Je sais pas si tu te souviens, quand tu étais ici, quand tu marches, les gens ils marchent vraiment tranquilles, c'est le no stress. Tu vois, je sais pas, des fois tu vas prendre un café, 15 minutes pour une café. Et il y a plein de gens, quand ils arrivent de l'Europe, ça stresse, ça, tu vois, parce qu'il fait vite. Mais ici, ouais, c'est, non, tranquille, ça va venir. Mais ça, c'est bien, tu vois. Par un côté, c'est pas bon, mais de l'autre côté, c'est bien, parce que tu prends la vie trop calme, tu vois, c'est cool. Ouais, comme elle vient. Ouais, c'est bien. Ah non, En plus, je pense que dans un état d'esprit où tu te vas au Cap-Vert, c'est souvent en vacances. Et donc, en vacances, il faut prendre son temps. Il faut jouer tranquillement, quoi. Donc, si vous, votre quotidien, finalement, il vaut mieux s'aligner. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, il y a plein des Européens qui viennent ici à travailler. Et quand tu vois les rythmes de travail ici, c'est différent. C'est pas comme chez vous, tu vois. Je sais pas, un travail que tu peux faire en un jour, il fait en une semaine, tu vois. C'est tous tranquille, tu vois. Alors quand tu vas travailler, ça stresse un peu. Mais ça va quand même, tu vois. Le style de vie, c'est totalement différent. C'est vraiment cool. Non, mais je plus sois, tout à fait. Mitou, je voulais parler un petit peu de vagues rapidement. J'ai entendu parler de Tiopo. T'as fait Tiopo en kite. On en parle un peu de ça. Ouais, là-bas, regarde, c'était chaud, hein. Parce que c'était ma rêve, aller là-bas. Et après, il y a une nuit de la glisse qui m'a invité pour faire une vidéo là-bas. Bon, on est parti à Théoupe. Quand on est arrivé là-bas, c'était flat, il n'y avait pas de vagues.
Moi, je dis, mais c'est ça le spot, tu vois, mais rien. Et dans la nuit, il y a le swell qui arrivait, et c'était Red Coat. Alors, personne ne peut aller dans l'eau pour pêcher, tu vois, tout ça, il y avait des énormes. Les météos, ils disaient 5.2 avec 21 de période. C'était énorme. Il y avait tous les gars de WSL qui étaient là en train d'attendre pour prendre les vagues. Et à 6 heures du matin, il y avait déjà des gens à la plage, tu vois, en train de préparer pour aller surfer. Et 7 jours, il n'y avait pas beaucoup de vent. J'ai parti avec les jet skis à regarder. C'était impressionnant, tu vois. Et le lendemain, il y avait un peu de vent. J'ai rentré dans l'eau. C'était trop cool, tu vois. J'ai pris des belles vagues. Au début, j'ai commencé doucement. Après, j'ai commencé à chauffer un peu, à essayer de rentrer un peu dans le tube. Mais c'était un peu dur parce que le vent, elle était un peu offshore. Et la lèvre, c'est trop épais. Et dès que la ligne touche la lèvre, le kite direct dans l'eau. Et c'est ça, j'ai essayé de rester trop dedans le tube. Là, je suis bouffé une vague à la tête. La voile a tombé dans l'eau. J'ai cassé la voile. J'arrivais pas à décrocher. Et ouais, tu vois, après, quand je suis sorti, il y avait le 12e vague qui arrivait. J'ai tout largué. J'ai pris la 12e vague dans la tête. Après, elle a pété les liges de la planche. Et j'ai resté sans rien. J'ai perdu la planche, les kites. Et là, j'ai eu la chance parce que j'étais avec un pote tahitien, Manuteya, et il y avait un autre pote à lui, il est arrivé avec jet ski, il m'a sauvé, tu vois. Mais sinon, c'était dur, tu vois. Et là, m'a calmé un peu, tu vois. Et j'ai parti à la plage, j'ai préparé un autre voile parce que, tu vois, tout le staff de Nuit à l'église était en train de faire un autre shooting de surf. Et eux, ils ont arrivé, alors j'ai préparé un autre voile et j'ai rentré dans l'eau. Là, on a commencé à... On recommençait? Ouais, on a commencé. Ouais. Avant, c'était que pour le plaisir. Après, on a commencé à shooter, à faire des vidéos. Mais avant, c'était plus grand, tu vois. Il y avait des grosses vagues, mais c'était énorme. Mais c'était trop cool, tu vois. Pour moi, c'était le rêve. J'ai même pas pensé à rien, tu vois. Gilet, sauvetage, rien. J'ai parti tout de suite parce que c'était le rêve. Et tu vois, c'est trop d'adrénaline, tu vois. Après, quand c'est tout fini, j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, mais waouh. Tu vois, j'ai pris un peu de risque, tu vois. mais là, c'était trop beau. C'était même les gens là-bas, tu vois. Il y avait un gars en bodyboard, je lui disais, regarde, quand les vagues tu prends, moi je sors. C'est toi qui as la priorité, tu vois. Et lui, il disait, non, prends, moi je vais regarder que tu prends les vagues, tu fais les tubes. Je dis, ok, c'est bon, allez, c'est parti. Et quand tu prends les vagues et tout ce qui est en train de griller, tu vois, il y a un vibe trop cool là-bas. Tu vois, ça te motive encore plus. Mais c'était trop bon. Moi, je pense que c'était un des meilleurs voyages. Imagine, c'était le voyage que je voulais même pas revenir au Cap-Vert. Je dis, ça va, je peux rester encore un peu de temps là-bas. Ouais, non, c'était trop beau, trop cool là-bas. Elle a pas eu peur, Nicole, quand t'as vu ça? Mais elle savait pas qu'est-ce qui passait, tu vois. Après, quand elle a regardé les interviews, elle dit, ok, elle a eu peur. Mais quand j'étais là-bas, tu vois, elle savait pas. Ouais. C'est quoi du coup le prochain rêve? Si le premier rêve c'était la vague énorme de Tiopo, c'est quoi le deuxième rêve? Mais les vagues que ça reste dans ma liste, c'est à Fidji. Je pense que c'est ça que ça reste. Parce que là, cette gauche, c'est vraiment bien. Comment ça tube. J'ai envie d'aller là-bas. Je pense que bientôt, je vais aller là-bas. Et après, rêve, je pense, c'est partager un bon trip de surf avec Michael, mon fils. Ouais. C'est quoi un trip de surf du coup? Tu vas où? Tu fais quoi? Ce serait quoi par exemple? Mais j'ai en train de penser un peu Indo ou aller aussi à les Maldives, tu vois. Et que le surf. On va pour le surf, tu vois. Peut-être on part dans un bateau. Ça, c'est une rêve parce que moi, j'adore le bateau, tu vois, le bateau à voile. Je pense que le rêve, c'est ça. C'est partir et chercher les vagues, surfer, tu vois. Je pense c'est ça. Tu te donnes combien de temps du coup pour arriver à ce rêve? Bah, je sais pas, je dois arrêter un peu la compétition, tu vois.
aller en retraite. Et dès que j'arrête la compétition, je peux avoir plus de temps pour faire ça, tu vois. Et on va voir, je sais pas encore. Là déjà, j'ai en train de le préparer, le préparer pour. Mais déjà, il charge bien, tu vois, il prend de grosses vagues. Mais c'est bien qu'il prépare pour qu'il est prêt pour aller dans tous les spots, tu vois. Si tu veux t'arrêter un jour de kiter, toi, tu penses? Bah, de kiter, non. Mais moi, j'adore les kites, tu vois. Moi, j'aime réveiller le matin, regarder la mer et dire qu'aujourd'hui, je fais ça. Je sais pas, je fais le surf, je fais le stand-up, je fais le foil, je fais le kite, je fais planche à voile, tu vois. Moi, j'adore profiter des conditions qui offrent, tu vois. Pour ça que dès que c'est bon pour aller pêcher, allez, on y va, on va pêcher, tu vois. Si c'est pas bon pour aller pêcher, on va kiter. Pour ça, arrêter de kiter, je pense jamais. Non, c'est vrai que c'est difficile. En plus, je pense que tu parlais tout à l'heure du monsieur qui a 75 ans. Tu peux en faire encore très longtemps du kite. Donc, c'est vrai que je pense que tu t'arrêteras pas. Ça m'étonnerait pas. Est-ce que, Mitou, t'as des gens qui t'inspirent, que tu admires, des idoles? Moi, je pense que c'est ma mère, tu vois. Parce que moi, par exemple, maintenant, je suis père. Et tu sens qu'est-ce que c'est difficile avec les enfants, tu vois. Et moi, de petit, c'était dur avec moi, hein, parce que ma mère elle doit travailler, moi je dois rester à la maison tout seul. Et elle part à travail, moi je partais à la mer. Et je savais même pas nager. Des fois, je saute du ponton, j'étais en train de noyer. Et le pêcheur me partit à sauver. Et elle arrivait, tu vois, il pleurait parce qu'il savait quoi faire avec moi, tu vois. Et pour elle, c'était dur, tu vois, c'était pas facile, c'était pas de bons moments. Imagine, il doit travailler parce que sinon, il n'y a pas à manger à la maison. Mais quand même, il travaille, il pensait à moi, tu vois, si j'ai resté à la maison et si j'étais dans la mer, en train de préparer quelques bêtises, tu vois. Mais c'est ça, tu vois, de petit, ça, c'était ma passion. Après, quand j'ai appris à nager, il m'a un peu laissé, tu vois, et prendre un peu de confiance, on peut dire comme ça. C'est pour ça j'essaie avec mon enfant qu'il apprenne à nager le plus vite possible, qu'il prenne la confiance avec la mer, qu'il respecte la mer, qu'il connaisse son limite, tu vois. Parce que le plus important de tout, c'est le respect. Et pour ça, je pense que ma mère, c'est mon idole, tu vois, parce que elle, qu'est-ce qu'elle a passé avec moi, c'était dur. Après, moi, j'ai pas un père, tu vois. Et elle a fait le père et la mère. Et c'est ça encore, c'est encore plus dur, tu vois. Pour ça, je pense, c'est elle, je le vois comme mon idole. Superbe, bravo. Bravo, c'est vrai que. Elle vit pas loin de chez toi, du coup, aujourd'hui, ta maman? Ouais, elle habite ici à Salles aussi. Et, on peut dire c'est plus près à peut-être 500 mètres de ma maison. Parce qu'ici, je me souviens là, Santa Maria, c'est tout petit, tu vois. Et souvent, je passe chez elle. Là, tous les jours, mes enfants aussi, ils vont là-bas. Il y a aussi ma sœur et mon frère qui sont là, tous les parents. Et ben, ils sont là, ouais. Ils sont là, ils en profitent bien. Sur une semaine type, tu dis que tu fais beaucoup, beaucoup de temps dans l'eau. Il y a quand même des choses qui t'énervent, je suppose, dans la semaine. Si tu devais te débarrasser de quelque chose dans la semaine, tu te débarrasses de quoi? Euh... Bon, je sais pas. Mais attends. Peut-être de ma femme. Non, je rigole, mais alors, par exemple, maintenant, tu vois, moi, j'adore la pêche. Et chaque fois quand je reviens, il y a plein de poissons. Je pense qu'elle peut plus de manger poisson, tu vois. Mais après, il y a différents poissons. Il y a des poissons qu'elle adore. J'essaie à pêcher ces poissons, tu vois. Mais je sais pas. Moi, tu vois, vraiment, mais je suis vraiment libre, tu vois.
c'est comme moi je te disais, à la matin, je regarde un peu la mer, j'essaie de faire qu'est-ce que c'est bon. Oh, quand c'est pas bon à la mer, je pars avec les enfants, on passe du temps ensemble. Et des fois, on prend les voitures, on va faire le tour des îles, on va aller des endroits un peu sauvages ici à Salles, tu vois. Et à découvrir de nouvelles choses. Tu vois, j'ai pas trop de choses tu vois. Moi, c'est comme ça. Le matin, j'ai pas de problème. Moi, je suis libre. Je prends les enfants et c'est parti. On part. C'est clair. Ah, c'est la belle vie, hein. C'est clairement la belle vie. On aime. MeToo, une dernière question avant qu'on passe sur la fin de cet épisode. Une question plutôt philosophique, hein, on sort un peu. Est-ce que tu considères, comme tu fais de la compétition très souvent, que te dépasser, le dépassement de toi, c'est devenu un peu ta drogue? Non, je pense pas beaucoup, hein, parce que là, par exemple, ça fait, je pense, c'est 4 ans. Moi, j'étais vraiment démotivé pour la compétition parce que il y avait je sais pas, Pika Perea, il faisait une épreuve. Imagine, avec une épreuve, c'était les champions du monde. Et moi, j'étais un peu démotivé. J'ai pas envie de kiter, tu vois. J'ai commencé un peu surf. Et j'ai parti beaucoup à la pêche. J'ai kité même pas. Il y avait du vent, j'ai kité même pas. Et après, il y avait un projet. J'ai créé un projet avec une femme française. Parce que Red Bull, il y avait un budget. On a fait un projet de faire le tour du Cap-Vert avec le kite. Et ça, ouais, ça m'a donné la motivation encore, tu vois, parce que moi, je savais pas si j'arrivais à faire jusqu'à la fin, tu vois. Et là, je dis, waouh, c'est cool, ok. Moi, je vais essayer ça et on va voir. Après, c'était ma rêve d'enfant, aller d'un île à l'autre avec mon sport, tu vois. Moi, j'ai pensé planche à voile, mais pourquoi pas avec les kites aussi. Au début, c'était le Salboa Vista, parce que Salboa Vista, c'est 1 heure de voyage. Mais après, quand on a commencé à créer le projet, et Red Bull a dit non, on va faire tous les îles de Cap-Vert parce qu'ils sont 10. Et moi, j'ai dit waouh, ça c'est un peu trop là. Mais j'ai commencé à étudier la direction du vent, le Coran, c'est quoi le bon période. Et à la fin, on a commencé et ça m'a donné beaucoup de motivation parce que c'était une nouvelle chose. Je savais pas si j'arrivais à faire tout le tour, tu vois. Imagine, la première étape qu'on a fait, c'était 236 kilomètres. J'ai fait 8 heures de navigation. Ouais. Ouais. Et ça, tu vois, j'ai commencé et à la fin, j'ai eu les mêmes sensations quand j'ai gagné le champion du monde. Parce que tous les gens, ils étaient en train de m'attendre à la plage, tu vois. Et Red Bull voulait faire quelque chose discret. Il voulait pas que les gens savaient. Mais après, les gens commençaient à écrire en Facebook, tout ça, tu vois, et c'est parti. Et ça, c'était pas mal parce que, tu vois, il y avait des moments que je voulais arrêter. Et après, j'ai pensé à les gens qui étaient en train de m'attendre à la plage, 4 heures à la plage, attendaient que j'arrivais. J'ai dit non, c'est bon, je dois aller jusqu'à la fin. Et ça, tu vois, il a vraiment beaucoup motivé et c'est parti. Après, dans les autres années, maintenant, tu vois, moi, j'ai 37 ans, mais tous les autres gamins qui sont là, ils ont 20 ans, 19, 16 ans. Et c'est dur à faire la compétition avec eux parce que moi, ok, j'ai fait la compétition, mais j'ai réfléchi beaucoup avant de faire, je sais pas, les tricks. Moi, c'est un trick, j'ai fait à 10 mètres, et l'autre, il va faire à 20 mètres, mais avant de le faire à 20 mètres, je pense que j'ai des responsabilités, tu vois, c'est pas que la compétition, mais j'ai ma famille, mon travail, et c'est vraiment, je blesse, après, qui va ramener à manger à la maison, tu vois, je dois réfléchir un peu, tu vois. Mais c'est ça, maintenant, tu vois, être là en compétition avec tous les autres, tu vois, par exemple, avec Ayrton, on a fait un final l'année dernière ici à Punta, c'était un autre rêve, parce que, imagine, lui, c'est comme mon frère. Et faire un final avec lui, après j'ai gagné, tu vas gagner à la maison, c'était un autre rêve qui tu vois, il y a pas,
c'est difficile à expliquer. Il y a pas, il y a un valeur vraiment grand pour moi, tu vois. Et ça motive beaucoup de continuer là-bas. Et après, c'est pas que compétition, mais c'est l'esprit de qu'on est tous ensemble, tu vois. C'est en famille et on partage ces moments. C'est trop cool, tu vois. Des fois, les gens, ouais, les gens nous connaissent pas, mais à la fin, tu vois, nous, tu vois, on se connaît. Moi, je le connais de petit. C'est comme des petits frères, tu vois. Et être là, partager ce même sport, c'est génial. Et jusqu'à maintenant, je suis là-bas, je pense, grâce à ça. Parce qu'il y a un bon esprit là-bas, tu vois. Et ça motive tous. Moi et eux, et c'est trop cool. Ouais. Trop bien. Génial. Merci pour tout ça, Mitou. J'ai 3 questions pour finir. Rapidement, première question, c'est toi qui es donc moniteur tous les jours, bien sûr, de kitesurf. Quelqu'un qui commence le strapless, c'est quoi les étapes? C'est quoi selon toi les premières étapes? Mais d'abord, c'est la première étape, c'est sortir de l'eau avec la planche, tu vois. Déjà pour faire le water start, c'est pas facile, mais il faut comprendre juste que comment faire. Moi, je conseille à faire un cours, la première introduction, ça va bien aider, tu vois, parce que c'est sûr que tu vas arriver à tu fais du bord, mais s'il y a quelqu'un qui te montre comment faire, ça va être beaucoup plus facile. Et je conseille, rappelle, tu prends le nez de la planche, tu mets en direction du vent et tu essaies à couler la planche et tu mets le pied, tire la barre, essaie que tu utilises la puissance de la voile pour coller la planche dans le pied. Et après, c'est bon. Là, tu pars. Et la planche, toujours, quand tu es en train de naviguer, tu assis un peu sur la planche. Et c'est bon. Parfait. Et pour le premier saut, comment on fait? Mais le premier saut, il faut oublier la voile. Tu essayes d'utiliser que la vitesse et tu tapes dans le petit clapot. Et quand tu tapes dans le clapot, il faut choquer à fond. Parce que le réflexe, c'est de tirer la barre. Et si tu tires la barre, il y a des puissances. Toi, tu pars et la planche y reste. Pour ça, tu essayes tu vas taper, tu fais le pop, tu essaies de mettre le nez plus vers le vent possible. Tu lâches la main devant et tu choques la barre. Parce que quand tu lâches la main devant, tu ouvres ton épaule et c'est comme tu regardes le vent. Et ça va aider à mettre la planche vers le vent. Ça va plaquer la planche dans le pied et ça va être beaucoup plus facile. Après, pour l'atterrissage, c'est plus facile. Tu vois, l'important, c'est commencer à décrocher les ailerons de l'eau et garder la planche dans le pied. L'atterrissage, ça va venir tout seul. Bon, bah, superbe. Génial. Merci pour ces conseils, Mitou. Deuxième question, c'est comment on fait pour te suivre? Comment on fait pour suivre ce que tu fais? Est-ce que tu as une page Facebook peut-être? Tu parlais de mon Instagram account et je mets toutes mes informations là-bas. Et aussi, j'ai mon website que j'ai lancé maintenant. Et le 7, c'est mon anniversaire. Il y a le e-commerce qu'on va lancer aussi. Et tu peux acheter ma marque des fringues online. Ça fait longtemps qu'on travaille en ça, tu vois. J'ai créé un petit magasin ici à Cap-Vert. Et j'ai commencé parce qu'il y avait tous qui arrivaient ici, ils voulaient un autographe, tu vois. Ils partaient en chinois, ils achetaient les t-shirts. Ils demandaient l'autographe et j'ai dit, c'est bon, je vais essayer à créer ma marque, tu vois. Alors j'ai commencé à faire un peu de dessin, j'ai créé le logo. Et un pote en Italie, il a fait en digital. Et on a commencé à fabriquer en Italie tu vois, les t-shirts, les pantalons. Et il a bien marché, les gens adorent, il y a une bonne qualité. Et après, il y a beaucoup de gens qui demandaient aussi comment il peut acheter. Pour ça, on a décidé de le faire online. Et maintenant, à partir du 7 juillet, tu peux l'acheter aussi online. Mais dans ma page Instagram, tu peux trouver toutes les informations, mon website aussi sur moi. Parfait, génial. Dernière question, Mitou, et après on arrête. Si jamais on a la technologie pour te permettre de repartir en arrière, et imagine tu re-rencontres Mitou qui a 10 ans et qui se fait gronder par sa maman, par exemple, quand il fait des bêtises. Qu'est-ce que tu lui dis? J'ai essayé à l'écouter. Ça, c'est le premier parce que
quand tu es gamin, tu vois, ton parent, il parle, mais tu dis non, c'est pas vrai, tu vois, ça rentre d'un oreille, ça sort de l'autre, tu vois, et toi, tu fais qu'est-ce que tu veux. Mais à la fin, quand tu vas grandir et tu dis, c'est vrai, toujours les parents, ils ont raison, tu vois. Mais je pense que je ferais pareil, comme elle a fait avec moi, parce que l'éducation qu'elle m'a donnée, comment elle m'a grandi, c'est top. Moi, je pense que maintenant, si je suis comme ça, c'est grâce à elle, tu vois. L'éducation que j'ai et où aussi j'arrivais, c'est grâce à elle, parce que c'est elle qui m'a passé tout ça, tu vois. Pour ça, je pense que je vive tout ce que j'ai passé. Bon, on la salue bien haut, bien fort. Cool, ouais. Merci Mito pour ce temps, c'était génial de passer une heure avec toi. On a hâte de voir le nouveau site e-commerce, les prochaines compétitions, le surf trip avec ton fils, ça va être génial. Bah, de rien, avec plaisir. Mais merci pour cette opportunité. À bientôt Mito. Ciao, ciao, à bientôt. Ciao, ciao. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt.